Le white paper Bitcoin, c'est probablement la chose la plus intéressante que j'ai lue dans ma carrière professionnelle. De plus en plus, ça a dérivé vers des tas de questions auxquelles j'ai pas de réponse aujourd'hui. Qu'est-ce qui donne sa valeur à Bitcoin? Qu'est-ce qui donne sa valeur à l'euro? Quel est l'impact de l'inflation? D'où vient la dette? Il y a quelque chose d'assez extraordinaire à avoir une solution aussi magique, aussi simple, à un problème aussi compliqué. Le problème de base pour les utilisateurs de Bitcoin, c'est que le nombre de transactions qu'on peut faire est limité. Il y a une espèce de course aux enchères avec les frais de transaction pour rentrer dans les blocs. Et il y a aussi un problème de temps. Si on veut être certain qu'on a bien reçu ces fonds, il faut au moins attendre 10 minutes. Et si c'est des montants plus importants, on recommande d'attendre 6 confirmations, c'est-à-dire d'attendre 1 heure. Donc on ne peut pas faire beaucoup de paiements et on ne peut pas faire de paiement instantané. D'une façon technique, Lightning, c'est un protocole qui permet de ne pas publier tout le temps les paiements qu'on fait, et donc de s'affranchir de la limite du goulot d'étranglement qui est Bitcoin on-chain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre Bitcoin. Je suis Alexandre Roubaud, cofondateur et CEO de Bitstack, la première application en France qui permet d'épargner et investir en Bitcoin sans aucun effort. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Fabrice Drouin, cofondateur d'A5, une entreprise au cœur de l'innovation du réseau Lightning, une technologie révolutionnaire qui permet d'effectuer des transactions sur Bitcoin de manière instantanée et quasi sans frais. Et on va vous expliquer tout ça. Fabrice va nous partager son parcours, nous expliquer ce qu'est le réseau Lightning et nous donner son point de vue sur l'avenir du paiement sur Bitcoin. Fabrice, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et bienvenue sur Comprendre Bitcoin. Merci, bonjour. Est-ce qu'on pourrait démarrer par une présentation un peu de ton parcours, qui tu es, ce que tu as fait et ce qui t'a amené à être cofondateur de A5? Donc moi j'ai un parcours d'ingénieur assez classique, donc classe prépa, école d'ingénieur. J'ai travaillé d'abord dans la défense, dans la sécurité, dans une start-up qui faisait du big data, et j'ai découvert Bitcoin en 2012 ou 2013 avec Pierre-Marie Padiou, qui est l'autre cofondateur et le CEO d'A5. On a trouvé que c'était quelque chose d'assez extraordinaire et on a décidé de se lancer, de monter A5 donc vers 2014. Et pour toi, alors comment tu définirais Bitcoin? Si tu pouvais nous expliquer un peu simplement Bitcoin. Alors, au départ, ce qui m'a fasciné dans Bitcoin, c'était l'aspect technique. C'est-à-dire que le white paper Bitcoin, c'est probablement la chose la plus intéressante que j'ai lue dans ma carrière professionnelle. Bitcoin, c'est une solution qui est simple, qui est facile à comprendre, qui est facile à mettre en œuvre, à un problème que les gens pensaient tellement compliqué qu'il n'y aurait pas de solution pratique. Il y aurait des solutions de labo, mais il n'y aurait pas de solution pratique. Et là, il y a quelque chose qui est assez génial qui est arrivé, et ça, c'est cet aspect-là d'abord qui m'a plu. Et puis, de plus en plus, ça a dérivé vers des tas de questions auxquelles j'ai pas de réponse aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui donne sa valeur à Bitcoin? Qu'est-ce qui donne sa valeur à l'euro? Quel est l'impact de l'inflation? D'où vient la dette? Je trouve que les aspects monétaires autour de Bitcoin, même si j'y connais rien, je suis pas économiste, c'est des choses qui, en plus de la technique, m'intéressent de plus en plus et me font poser des tas de questions. Tout le monde dit que Bitcoin n'a pas de sous-jacent et a pas de valeur, mais de plus en plus, moi, je me dis que c'est difficile de voir où est le sous-jacent ou la valeur qu'on donne à l'euro ou au dollar, notamment quand on imprime beaucoup. Donc cet aspect-là m'intéresse aussi de plus en plus. Et du coup, tu disais que tu es tombé sur Bitcoin en 2012. Plus précisément, est-ce que tu peux nous raconter, c'est le white paper, la première fois que tu as entendu parler de Bitcoin? Donc Pierre-Marie, que je connais très bien, avec qui j'ai travaillé longtemps, m'a dit un jour tu devrais lire le white paper Bitcoin, c'est extraordinaire. Alors jusqu'ici, j'avais entendu parler de Bitcoin vaguement, mais je ne m'étais pas intéressé. J'ai lu le white paper et c'était, je dirais pas une révélation, mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire à avoir une solution aussi magique, aussi simple, à un problème aussi compliqué. Le white paper Bitcoin, c'est vraiment facile à lire. C'est pas quelque chose qui est intimidant. La preuve de travail, c'est quelque chose qui s'explique en quelques minutes à n'importe quel étudiant. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Ça peut être un piège pour un ingénieur. C'est pas parce que c'est magique techniquement que ça va forcément donner quelque chose. Mais j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et puis derrière, l'aspect cash numérique, les possibilités que ça ouvre, c'est ce qui m'a convaincu de me lancer avec lui et de faire une boîte qui fait que ça. Et entre le moment où c'est la personne qui est devenue ton cofondateur, c'est ça qui t'a présenté le white paper? C'est le CEO,
le cofondateur d'A5. On était deux au départ. Donc entre le moment où tu as lu le white paper, donc le papier scientifique sur Bitcoin, et le moment où vous avez dû cofonder A5 ensemble, il s'est passé un temps ou direct, comme tu le dis, ça a été la révélation et vous avez voulu travailler sur Bitcoin? Je pense que ça n'a pas été très très long. J'ai pas une bonne mémoire pour ça, mais je dirais quelques mois. Ok. Et du coup, ça fait un peu le pont sur A5. A5, vous avez créé la société du coup peut-être en 2014. En 2014. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques lignes ce qu'est A5, ce que vous faites, sur quoi vous travaillez? Donc, au départ, on a identifié pas des problèmes, mais deux aspects cruciaux sur Bitcoin, c'est la sécurité et la scalabilité. La première idée qu'on a eue, parce que c'était un peu des choses qu'on avait abordées avant, c'était, au départ, on a essayé de faire un hardware wallet. Je savais pas, ok. Et on a été très loin, je pense qu'on est les premières personnes au monde qui ont implémenté le protocole Bitcoin dans une carte à puce. Mais il se trouve que ça ne suffit pas du tout pour faire un hardware wallet, il y a des problèmes d'électronique, de fabrication, enfin, on a vu que ça ne donnerait rien, et on a pivoté vers le deuxième problème qu'on avait identifié, c'est-à-dire la scalabilité. Bitcoin et quasiment toutes les blockchains publiques aujourd'hui ont une bande passante qui est très faible. C'est-à-dire que le nombre de transactions qu'on peut faire sur Bitcoin, sur Ethereum et sur quasiment toutes les blockchains publiques est de l'ordre de 10 par seconde pour toute la planète. Donc c'est extrêmement faible. Par comparaison, Visa peut faire des milliers ou des dizaines de milliers de transactions par seconde. Et ça, c'est un problème qui est extrêmement compliqué à régler à cause de la nature même de Bitcoin. Et essayer de dépasser cette limite, c'est ce que propose Lightning. Le white paper est sorti en 2015. Nous, on a trouvé que c'était probablement ce qui avait le plus intéressant à faire. C'était en adéquation avec nos compétences à nous, puisque notre spécialité, c'était les systèmes distribués. Et on a décidé de se lancer sur Lightning assez rapidement. Donc en 2015, on était parmi les tout premiers, parce que ça résout un problème d'utilisabilité de Bitcoin qui reste encore assez important. La limitation du nombre de transactions qui est liée aussi au problème de frais, etc. Et c'est un problème qui est commun à quasiment toutes les crypto-monnaies aujourd'hui. On peut donc faire le pont sur Lightning pour justement que les gens puissent contextualiser. On peut expliquer peut-être ce que c'est que Lightning de manière simple, parce que c'est une innovation technique qu'on apporte à Bitcoin, mais est-ce que tu peux essayer d'expliquer pour que les gens comprennent ce que c'est Lightning et le lien qu'il y a avec Bitcoin justement? Alors, le problème de base pour les utilisateurs de Bitcoin, et c'est vrai là encore pour la quasi-totalité des crypto-monnaies, c'est que le nombre de transactions qu'on peut faire est limité. Et donc, il y a une espèce de course aux enchères avec les frais de transaction pour rentrer dans les blocs ou pour payer du gaz ou autre chose, ça dépend des blockchains, mais il y a un problème de bande passante et il y a aussi un problème de temps. Pour qu'une transaction Bitcoin soit considérée comme étant valable, il faut qu'elle soit confirmée, idéalement plusieurs fois. Le temps de confirmation, ça dépend des blockchains, sur Bitcoin c'est 10 minutes. Donc si on veut être certain qu'on a bien reçu ces fonds, il faut au moins attendre 10 minutes, et si c'est des montants plus importants, on recommande d'attendre 6 confirmations, c'est-à-dire d'attendre 1 heure. Donc on ne peut pas faire beaucoup de paiements et on ne peut pas faire de paiement instantané. Lightning, c'est une solution qui propose de créer des transactions Bitcoin qui sont valides, qui sont publiables, mais qu'on ne publie pas et qu'on met à jour sans les publier. Et cette mise à jour, elle peut se faire autant de fois qu'on veut, donc il n'y a pas de limite sur le nombre de paiements qu'on peut faire. Et les frais de transaction, la publication, on l'a fait une fois. Donc d'une façon technique, Lightning, c'est ça. C'est un protocole qui permet de ne pas publier tout le temps les paiements qu'on fait, et donc de s'affranchir de la limite du goulot d'étranglement qu'est Bitcoin on-chain. Il y a une autre façon de décrire Lightning, qui est peut-être plus parlante pour les utilisateurs, c'est que c'est un moyen d'optimiser ses frais de transaction. Si on veut faire un paiement Bitcoin, on paye des frais de transaction. Si on veut faire un autre, on repaye des frais de transaction. Lightning, en gros, on va payer les frais de transaction une fois, on va obtenir ce qu'on appelle un canal de paiement, mais en gros, c'est une transaction qu'on ne publie pas. Celle-là, on peut la mettre à jour autant de fois qu'on veut. C'est-à-dire qu'avec un paiement on-chain, on fait autant de paiements qu'on veut, et donc on optimise ces frais on-chain. Je sais qu'il y a une analogie qui est souvent donnée et que je vais expliquer, et tu pourras me corriger peut-être ou me dire si c'est une bonne analogie. Je sais que souvent, quand on parle de Lightning et pour expliquer ce concept-là, on donne cet exemple de je vais au bar, j'ouvre, alors c'est plus un concept américain, mais on ouvre ce qu'on appelle un tab. Donc, c'est grossièrement, je donne ma carte de crédit, je commande une boisson, je ne suis pas facturé pour cette boisson, j'en commande une deuxième, et en fait, le bar tient compte de toutes les commandes que je fais, de tous les ordres que je passe, et à la fin seulement, quand je pars,
on vient effectuer le paiement et facturer pour la totalité. Est-ce que je sais que c'est une analogie qu'on donne souvent, que j'ai entendue. Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est pas une bonne analogie? Je dirais, elle est à moitié bonne parce que oui, ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on paye des frais d'entrée, on fait un tas de paiements, on paye les frais de sortie. Le seul petite chose qui me gêne, c'est que là, dans l'exemple du bar, il y a une notion de confiance ou une notion C'est vrai. de dette. Une des choses qui est pas forcément toujours bien claire quand on parle de Lightning, c'est qu'il n'y a pas de notion de confiance. C'est pas une dette ou un IOU qu'on crée quand on fait du Lightning. On a une vraie transaction Bitcoin. Elle est publiable à tout moment, même si la personne qu'on a en face a disparu. Donc il n'y a pas de tiers de confiance dans Lightning. Alors dans l'exemple ici, c'est vrai. Donc parce que c'est vrai que c'est une des grandes propositions de valeur de Bitcoin. C'est cœur à Bitcoin et sur Lightning, du coup, ça reste le cas. Il n'y a pas d'intermédiaire de confiance. Ok. Pour toi, les avantages, donc on a parlé les deux gros avantages de Lightning. Si on devait résumer pour une personne qui n'est pas technique et pour une personne qui pourrait se projeter à utiliser Lightning, c'est payer moins de frais ou quasi pas de frais et faire une transaction de manière instantanée n'importe où dans le monde à n'importe qui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à utiliser Lightning ou c'est principalement ça? La base, c'est ça. Lightning permet de faire des choses qui sont peut-être un peu plus... le fait que ce soit instantané permet de faire des choses qui sont plus programmables, je dirais, que Bitcoin. C'est-à-dire que même si c'est des cas d'utilisation qui ne sont pas développés, on peut envisager Lightning comme facile à intégrer dans de l'IoT, même si l'IoT, ça a moins le vent en poupe qu'il y a quelques années. Tous les systèmes de la voiture qui doit payer son électricité quand elle se recharge, enfin, tout un tas de choses comme ça, ça pourrait être implémenté plus facilement avec Lightning qu'avec Bitcoin, là encore à cause des problèmes de temps de transaction. Ok. Et pour qu'on puisse visualiser concrètement les bénéfices, tu disais tout à l'heure, Bitcoin... et d'ailleurs d'autres blockchains publiques sont limités en termes de transactions par seconde. Bitcoin, on a à peu près 7 transactions par seconde, on va dire. Lightning, on arrive à quelle bande passante? En théorie, il n'y a pas de limite. En fait, c'est un petit peu comme Internet. Combien de pages par seconde on peut voir sur Internet? Vu que les clients et les serveurs sont pas complètement décorrélés, mais presque décorrélés, il n'y a pas vraiment de limite là-dessus. Lightning, c'est un petit peu la même chose. Globalement, il n'y a pas vraiment de limite dure sur le nombre de transactions qu'on peut faire. Ok. Et il y avait un point où j'ai oublié de rebondir juste avant, mais je pense que c'est important peut-être de l'adresser, parce que je sais que c'est une critique qui est souvent apportée à Bitcoin et auquel Lightning répond, mais je vais la présenter plutôt les gens ne pensent pas nécessairement à Lightning. On dit souvent, ok, donc Bitcoin, ça fait que 7 secondes par transaction. Du coup, c'est pas une bonne blockchain. Vaut mieux une blockchain qui fasse directement plus de transactions par seconde. Est-ce que tu peux, ou on peut rappeler, pourquoi il y a cet enjeu de, si on veut faire plus de transactions, on est obligé de monter un protocole comme Lightning par-dessus de Bitcoin et on ne peut pas changer directement Bitcoin? Ça, c'est l'algorithme de consensus global qui est sur Bitcoin. Le consensus global, c'est-à-dire que vous avez plein de nœuds un peu partout, il faut tous qu'ils se mettent d'accord sur exactement la même chose. En gros, ce que règle Bitcoin comme problème, c'est ça, c'est le consensus global. Comment est-ce qu'on met tout le monde d'accord sans qu'il y ait de chef? De façon vraiment simpliste, Bitcoin, c'est ça. Avant Bitcoin, il n'y avait pas de solution pour ça. Si j'ai plein de gens à mettre d'accord, il y a un chef, c'est lui qui décide. Et on considérait que ce serait pratiquement impossible d'avoir une solution pour éliminer ce chef ou ce tiers de confiance, ça dépend du nom qu'on lui donnait, qui soit déployable. Bitcoin, c'est une solution qui est déployable, mais le revers de la médaille, c'est que pour que tous les nœuds se mettent d'accord, il faut qu'ils se parlent entre eux, et il faut qu'ils s'échangent des messages, et que tout le monde ait vu les mêmes messages. Donc ça prend du temps, il y a une certaine latence. Imaginez qu'il y ait des gens qui soient à l'autre bout de la planète, les messages vont être reliés, il faut qu'ils arrivent à eux, qu'ils répondent, qu'ils se mettent d'accord. La latence, c'est quelque chose qui n'est pas compressible. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment avoir de solution qui soit instantanée. Vu que c'est un système aussi où tout le monde voit tout, dans Bitcoin et dans quasiment toutes les autres blockchains, tout le monde voit toutes les transactions. Donc ça aussi, ça veut dire que plus les blocs de transactions sont gros, plus vous avez un problème de transport, il faut les transporter chez tout le monde. Donc la solution, entre guillemets, simpliste, qui est de dire, c'est pas grave, on va faire des blocs 100 fois plus gros et on va faire 100 fois plus de transactions, elle pose des tas de problèmes. Tout le monde a envie d'avoir une capacité de traitement plus élevée sur Bitcoin. On dit souvent qu'on est opposé, on oppose les gros bloqueurs et les petits bloqueurs. Je le simplifie dans le monde Bitcoin, c'est pas vrai. Tout le monde veut des blocs plus gros, quasiment tout le monde. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire parce qu'on ne sait pas comment évaluer le coût d'avoir des blocs plus gros. Bitcoin, c'est un système qui est très très particulier,
il n'y a pas grand-chose qui ressemble à Bitcoin, à part peut-être des systèmes dans l'aéronautique ou le spatial ou la défense. C'est-à-dire que, entre guillemets, il y a un seul exemplaire. On ne peut pas faire de tests vraiment, de simulation. Il y a un exemplaire qui tourne et il n'y a que celui-là qu'on peut modifier. Si demain, c'est très très difficile d'évaluer ce que sera le coût, l'impact d'avoir des blocs plus gros. Les réseaux de tests ne sont pas représentatifs pour ça. Vu qu'il n'y a pas d'argent en jeu, on peut faire n'importe quoi avec. Les gens, entre guillemets, tout le monde s'en fout. Si on fait des blocs plus gros, le coût d'avoir des blocs plus gros, on ne le verra pas tout de suite. Si on fait des blocs d'1 giga, le coût d'avoir des blocs d'1 giga, on le verra quand on a eu 1 ou 2 ans le bloc à 1 giga. Et là, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne marchent plus. Il y a des choses qu'on a cassées, sauf que revenir en arrière, ça va être extrêmement compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a une réticence très forte à faire ce genre d'expérience. C'est que c'est difficile d'évaluer le coût que ça aura et l'impact que ça aura tant qu'on ne l'a pas fait. L'autre problème, qui est commun à toutes les blockchains, pas juste Bitcoin, c'est que les transactions sont publiques. Donc même si on arrivait à faire des blocs plus gros avec beaucoup de transactions, est-ce qu'on a vraiment envie de laisser des transactions publiques pour tout le temps sur la blockchain? Ça pose des problèmes de vie privée qui sont assez gros. La transaction que j'ai faite il y a 4 ans, entre guillemets, les gens qui veulent savoir à quoi elle correspond, vers qui elle va et d'où elle est partie, avec le temps, ils ont de plus en plus d'informations et ça va leur permettre peut-être, on ne sait pas, mais peut-être de dé-anonymiser cette transaction. Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies, ce n'est pas des monnaies qui sont anonymes, c'est des monnaies qui sont pseudonymes. Et le fait que les transactions soient publiques, ce n'est pas forcément une très bonne chose. Ça pose des problèmes de vie privée. Et puis il y a enfin autre chose, c'est qu'on a vraiment envie de garder une trace pour tout le temps de toutes les transactions qui sont faites. Là encore, la réponse est probablement non. Elles ne sont pas toutes très intéressantes. Le fait qu'on ait payé un café avec Bitcoin, est-ce que ça doit être propagé chez tout le monde et rester visible pendant 10 ans ou plus sur la blockchain Bitcoin? Pas forcément. Donc, régler le problème du flux de transactions de Bitcoin uniquement en faisant des blocs plus gros, ce n'est pas une solution. Okay. Il faut plus de capacité, tout le monde veut plus de capacité, mais de toute façon, il faut autre chose en plus. Alors, Lightning, Layer 2, selon les blockchains, c'est un nom différent. Parce qu'il y a des transactions qui n'ont pas vocation tout simplement à être publiées. Donc est-ce que c'est vrai de dire que cette contrainte de bande passante, donc sur la limite du nombre de transactions qu'on peut faire par seconde, elle existe pour favoriser le cœur de la proposition de valeur de Bitcoin, qui est la sécurité, l'intégrité du réseau, le fait qu'on puisse faire des transactions sans censure, etc. Oui. C'est globalement, c'est ça, ok. Et donc pour fermer la boucle avec Lightning, c'est ce qui nous pousse aujourd'hui, pour que les gens comprennent, à résoudre ce problème de scalabilité, non pas sur Bitcoin directement, mais en y adossant, si on peut dire ça comme ça, une deuxième couche. C'est pour ça que les gens parlent en anglais de Layer 2, une deuxième couche, un protocole qui repose sur Bitcoin, qui est le réseau Lightning. Oui. C'est ça, ok. Tu parlais juste de pseudo-anonyme versus anonyme. D'un coup, ça me fait penser à ma question un peu plus tôt sur est-ce qu'il y avait d'autres bénéfices. Je sais que moi, à titre perso, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu. Et je voulais savoir si c'était vrai que Lightning permet aussi d'améliorer, entre guillemets, l'anonymat sur Bitcoin. Oui. Si tu peux un peu simplement nous expliquer comment une transaction c'est Bitcoin, elle est visible par tout le monde, par définition, et donc on peut, même si on n'a pas forcément tous les éléments à ce moment-là, on peut continuer à faire de l'analyse tout le temps dessus et essayer de savoir d'où elle vient, vers qui elle va, à quelle wallet elle est rattachée. Les paiements Lightning, ils sont vus uniquement par les nœuds qui interviennent dans le paiement. L'exemple le plus simple, si tous les deux, on a un canal Lightning entre nous et qu'on se paye, personne d'autre que nous va le voir, ce paiement. Il n'y a pas de trace publique que personne ne peut voir. Et quand les paiements circulent de nœud en nœud, l'algorithme de Lightning, c'est ce qu'on appelle du routage en oignon. Donc ça ressemble un petit peu à ce qui se fait sur le réseau Tor. C'est-à-dire que chaque nœud qui transmet un paiement, il connaît uniquement le nœud qui lui passe le paiement et le prochain nœud dans la liste. Il ne sait pas d'où ça vient et où ça va. Le protocole a été construit comme ça. Okay. Donc la confidentialité des paiements est plus forte sur Lightning que sur Bitcoin, même s'il y a des choses qu'on peut encore améliorer. Donc on a... il y a une autre question que je me pose, c'est donc si on a aujourd'hui on a Bitcoin, on va dire la première couche, et donc avec Lightning on a cette deuxième couche. Est-ce qu'il y a des transactions qui doivent être privilégiées sur l'un versus l'autre, ou est-ce que l'idée c'est que toutes les transactions soient pratiquement que sur Lightning et que sur Bitcoin, la première couche, on retrouve seulement la fermeture des canaux, enfin l'ouverture et la fermeture de ces canaux de paiement? Ou est-ce qu'il y a des transactions avec lesquelles on se dirait il faut les privilégier, celles-ci directement sur Bitcoin sans passer par Lightning? Alors pour les très gros montants, okay.
Lightning aujourd'hui n'a d'intérêt, pas ouais. forcément beaucoup d'intérêt. Donc les frais de transaction Bitcoin, même s'ils sont élevés, si on veut, une des choses magiques avec Bitcoin par exemple, c'est que les frais de transaction ne sont pas calculés en fonction du montant qui est envoyé. C'est pas un C'est comme pourcentage la du poste, montant, ouais. c'est en fonction du poids, du poids de ce qui est envoyé, c'est-à-dire de la taille de la transaction en octets. Donc il y a déjà des transactions qui ont été publiées. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est quasiment à 100 ou 200 millions de dollars échangés sur une transaction avec des frais qui sont De quelques autour euros, quoi. de quelques euros. Ouais, ou quelques dollars, ouais. Pour les gros montants, Lightning n'est pas forcément très intéressant. Pour les petits montants, c'est quasiment le contraire. Aujourd'hui, envoyer 1 centime de dollar ou d'euros on-chain, ça n'a pas de sens. On va payer plus de frais que le montant qu'on va envoyer, ouais. Donc ça, c'est des choses qui passent très bien sur Lightning, avec un petit bémol, on reviendra peut-être dessus après, c'est que pour utiliser Lightning, il faut à un moment que quelqu'un ouvre un canal de paiement, donc il faut que quelqu'un publie une transaction Bitcoin, donc les quelques euros de frais de transaction, il va bien falloir que quelqu'un les paye À un moment donné, ok. Donc utiliser Lightning une seule fois pour faire un seul paiement d'1 centime, de toute façon, c'est un problème. Ça reviendrait au même, au même, ok. Et on disait tout à l'heure donc que Lightning va permettre d'augmenter cette bande passante. On va pouvoir passer à théoriquement, alors on a dit qu'il n'y avait pas de limite, mais disons des millions de transactions par seconde ou des centaines de milliers, je ne sais pas. Quel cas d'usage, alors le paiement c'est évidemment un cas d'usage évident, on peut se projeter. Toi, quand tu penses au futur que Lightning débloque, entre guillemets, enfin permet de créer, si tu peux nous l'expliquer, comment on utiliserait Lightning, comment Lightning s'intégrerait dans la société au quotidien? C'est tout ce qui est paiement en ligne, commerce sur Internet. Tout ce qui est paiement en ligne, tout ce qui est achat de biens numériques. C'est-à-dire qu'à partir du moment, si on est dans un monde physique, le fait d'avoir des paiements instantanés, s'il faut que quelque chose soit livré ou préparé, bon, c'est moins important. Mais pour tout ce qui est achat de biens ou de services numériques, le fait d'avoir quelque chose qui est instantané et qui est indépendant des monnaies locales, je trouve que c'est quelque chose de vraiment très intéressant. C'est un bon use case pour Lightning. Un des problèmes qu'ont les gens qui vendent des biens numériques sur plein de pays, c'était un des problèmes qu'avaient les gens qui vendaient des jeux vidéo il y a quelques années, c'est que si je vends le même jeu dans 30 pays différents, j'ai 30 conversions à utiliser, 30 monnaies différentes à utiliser, 30 opérateurs de paiement qui n'ont pas tout à fait les mêmes règles. Ça devient vite assez compliqué. Le gros avantage de Bitcoin et de Lightning pour ces problèmes-là, c'est qu'on a une monnaie, ouais. un système à utiliser et ça marche partout. Pareil, même si ça ne concerne pas forcément beaucoup de gens, mais quand on voyage, on finit toujours par... pour mon travail, avant Bitcoin, j'ai beaucoup voyagé. Je ne sais pas combien de pièces et de billets qui me restent. De chaque monnaie locale. De pays différents, je ne sais pas quoi en faire. Bitcoin, c'est quelque chose qui serait intéressant pour ça. Un petit peu partout, on paye avec une unité qui est la même et on n'a pas tous ces problèmes de conversion d'argent qui reste. Est-ce que, alors moi je sais que c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé, et je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Bitcoin et du coup Lightning, je sais pas si c'est à ça que tu faisais allusion un peu plus tôt, mais pour être aussi utilisé pour du micro-paiement entre ordinateurs. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas si c'est à ça que tu faisais allusion plus tôt, mais on parle souvent des voitures Tesla qui pourraient être autonomes ou des voitures autonomes qui pourraient elles-mêmes en fait se facturer entre elles ou se facturer quand elles vont à la borne pour se recharger, etc. Est-ce que Bitcoin pourrait être la monnaie un peu des intelligences artificielles du monde numérique entre humain et humain, mais aussi entre humain et ordinateur, etc. Oui, c'est un use case qui a beaucoup été évoqué, alors qui n'est pas tellement réalisé aujourd'hui, mais aussi, je pense, même si ce n'est pas ma spécialité, parce que l'IoT n'a pas forcément été la révolution qu'on avait imaginée il y a 10 ans. Mais oui, avoir une monnaie qui est numérique et qui est programmable, c'est quelque chose de très intéressant pour tout ce qui est paiement de machine vers machine. On tire souvent la comparaison, je reprends un peu sur le cas d'usage évident qui est la monnaie, enfin de pouvoir scaler Bitcoin à grande échelle. On tire souvent des comparaisons avec Visa. Visa, je ne sais pas si tu l'as dit plus tôt, c'est combien de transactions à peu près par seconde? Enfin, un ordre de grandeur. Plusieurs milliers, probablement même plus que ça. Hein. Ok. Et avec Lightning, on pourrait faire plus que... Alors, on pourrait faire plus. Il y a quand même une limite. Lightning, c'est une solution qui permet de faire sauter la limite sur le nombre de transactions par seconde qu'on peut faire sur Bitcoin. Donc, mais ce n'est pas une solution, et pour ça, il manque encore des choses, qui permet que tout le monde possède des Bitcoins. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a les utilisateurs Bitcoin aujourd'hui, via Lightning, ils peuvent faire autant de paiements qu'ils veulent. Il n'y a plus de limite. Par contre,
Si on veut qu'un million de personnes utilisent Bitcoin, 1 milliard de personnes utilisent Bitcoin, il y a encore d'autres limites. Il va bien falloir créer les canaux de paiement. Donc pour ça, il faut créer, alors c'est un nom barbare, mais c'est des UTXO. Les UTXO, c'est les pièces et les billets dans Bitcoin. C'est le nom qu'on aura. Avoir des Bitcoins aujourd'hui, c'est avoir des UTXO. Pour avoir des UTXO, il faut qu'on contrôle une sortie de transaction on-chain. Je pense que c'est le même principe sur quasiment toutes les crypto-monnaies. Donc si on veut que 1 milliard de personnes contrôlent leur UTXO, il faut bien pouvoir créer ce 1 milliard d'UTXO sur la chaîne. Et ça, aujourd'hui, avec la capacité de Bitcoin, c'est un problème. Donc, Lightning, c'est une solution qui permet de scaler le nombre de paiements qu'on peut faire, mais qui ne permet pas complètement de scaler le nombre d'utilisateurs de Bitcoin. Pour ça, il y a des tas d'autres choses qui sont à l'étude, le partage d'UTXO, etc. Mais c'est pas complètement couvert par Lightning. Est-ce que c'est vrai de le résumer en disant que du coup Lightning permet de résoudre ce problème pour les utilisateurs de Bitcoin, en fait, uniquement entre guillemets. Il permet de faire mieux parce qu'il permet aussi, si les paiements qui se font aujourd'hui sur la chaîne Bitcoin, ils passent sur Lightning, on va réduire la charge sur la chaîne Bitcoin. Ça permet d'alléger la charge sur la blockchain. Ça permet aussi de beaucoup mieux gérer les frais de transaction. Donc pour les gens qui utilisent Bitcoin, ces derniers mois, on s'est rendu compte que les frais de transaction étaient extrêmement variables à cause de tout un tas de systèmes, d'ordinage, d'inscription, etc., de runes maintenant, qui font que vous avez des gens qui font des expériences sur Bitcoin pour publier d'autres choses. En gros, ils se servent de Bitcoin comme d'un moyen de stockage de métadonnées pour autre chose, jusqu'à carrément remplir les blocs et donc forcer les gens à payer des frais de transaction plus élevés pour rentrer dans les blocs. Lightning, par exemple, c'est très très intéressant pour optimiser ça. Si on se rend compte que les frais de transaction sont faibles, soit on va ouvrir un canal de paiement, soit on va acheter de la liquidité. Et puis quand les frais de transaction sont élevés, on peut faire des transactions avec des frais extrêmement faibles et se découpler complètement des frais de transaction on-chain. Ça, c'est un cas d'utilisation de Lightning qui est assez fort, notamment pour ce qu'on fait nous. Les produits qu'on fait permettent d'acheter de la liquidité, et on a beaucoup d'utilisateurs qui, entre guillemets, achètent un gros canal entrant chez nous au moment où les frais sont faibles, et puis ils peuvent s'en servir même quand les frais atteignent $10 par transaction. Donc ça, c'est une chose aussi qui est très intéressante. L'optimisation de frais de transaction, ces derniers mois, c'est devenu quelque chose que permet de faire Lightning qui est vraiment très important. J'allais te poser la question sur l'adoption, alors non pas du Bitcoin, on en a déjà parlé avec d'autres invités, mais de Lightning. Mais en fait, je me pose la question, est-ce que c'est possible de savoir combien d'utilisateurs il y a sur Lightning ? C'est assez difficile parce que la nature de Lightning, c'est que c'est pour ça. Ouais. Les informations, par exemple, les listes de nœuds et de channels qu'on voit sur les explorateurs type OneML, etc., c'est les nœuds qui sont publics. Donc, entre guillemets, Lightning, c'est un réseau peer-to-peer, mais il y a deux réseaux différents. Il y a le réseau des nœuds publics, c'est-à-dire ceux qui vont relayer les paiements. En gros, c'est le cœur du réseau Visa, par exemple, pour faire une analogie. Et puis, il y a tous les canaux qui sont privés, c'est-à-dire les canaux que les utilisateurs finaux vont ouvrir. C'est-à-dire soit les gens qui envoient des paiements avec leur wallet, soit les marchands qui reçoivent des paiements. Ces nœuds-là, personne ne les voit. Donc moi, par exemple, je fais une transaction sur Lightning, on ne le verrait pas. Enfin, on ne verrait pas que j'ai ouvert un canal. On ne verrait pas que tu as un canal et on ne verrait pas que tu as un nœud. Tous les nœuds Phoenix, par exemple, on a autour de 100 000 utilisateurs, un peu plus. C'est des canaux qui ne sont pas sur les explorateurs, ils ne sont pas sur OneML, ils sont privés. Phoenix, du coup, pour que les Phoenix, gens puissent... c'est notre wallet votre Lightning. portefeuille que vous avez développé. Et c'est pareil pour tous les wallets Lightning non custodiaux. Ce sont des nœuds et des canaux qui apparaissent nulle part. Okay. Et donc c'est assez difficile de savoir combien de gens utilisent Lightning. C'est assez difficile de voir combien de paiements sont faits parce que là encore, vu que les nœuds ne voient pas les paiements des autres, à la différence de la blockchain Bitcoin, il n'y a pas de moyen simple de savoir combien de paiements sont faits. Ce qu'on peut faire, c'est demander aux gros opérateurs combien vous faites de paiements, essayer de faire une somme et d'extrapoler. Okay. Mais c'est plus difficile de savoir comment le réseau évolue. Alors, du coup, pour le nombre d'utilisateurs, je comprends que c'est compliqué. Est-ce qu'en revanche, on peut savoir à peu près le volume en euros ou en dollars, juste pour qu'on comprenne et qu'on ait un ordre de grandeur qui est traité sur le réseau Lightning ? Pareil, c'est pareil. Okay. C'est extrêmement compliqué à savoir. On nous pose de temps en temps la question de savoir quels sont les volumes qu'on fait. Alors, on n'a pas forcément envie non plus de donner tous les détails. Évidemment, mais de toute façon, il faut extrapoler avec ce que font les autres. Mais non, c'est assez difficile de savoir. Là, il y a le minorant, c'est ce qu'on peut voir sur les explorateurs publics. Ok. Au moins en termes de capacité. Quel est le minimum, en fait, du coup, ce qu'on peut voir ? Mais c'est le minimum, et de toute façon, les explorateurs publics n'ont pas de données sur les flux de paiement. Ils peuvent simplement connaître la capacité des nœuds qui sont publics, mais les flux de paiement, ils ne les connaissent pas. Ok.
Et on t'en a un petit peu parlé aussi juste avant, mais pour bien comprendre, pour toi, c'est quoi les défis technologiques ou autres qu'il y a pour que Lightning continue à se développer ou atteigne un peu sa vision ultime? Le principal problème pour nous et pour tous les gens qui travaillent sur Lightning, c'est de faire en sorte que utiliser un wallet ou un service non custodial soit aussi simple et aussi peu cher qu'utiliser un service custodial, ce qui est extrêmement compliqué. Donc, je rappelle, custodial, c'est vous qui gérez vous gérez vos fonds, vous gérez vos bitcoins, vos canaux Lightning, même si on l'automatise à la place des clients, mais c'est quand même vous qui êtes responsable de vos fonds. Non custodial, c'est-à-dire qu'en gros, c'est comme une banque. Vous avez quelqu'un qui s'occupe de tout, et vous avez une API, et vous lui demandez de faire des paiements à votre place, exactement comme une banque. C'est lui qui contrôle vos fonds. S'il ne veut pas vous les rendre, il y a une contrepartie, quoi. Ça fait une énorme différence en termes de frais, c'est-à-dire que dans le monde non custodial, chaque utilisateur doit avoir au minimum un canal de paiement. Donc il faut payer des frais de transaction pour ce canal de paiement. Il faudra payer des frais de transaction pour le fermer. Dans le monde custodial, ça n'existe pas tout ça. Un wallet custodial, il peut, je caricature, mais il pourrait se débrouiller avec un seul énorme canal de paiement vers d'autres nœuds. Et puis, il gère juste, en gros, la liste des balances de ses utilisateurs et il n'a pas à se préoccuper d'ouvrir ou de fermer il n'a pas de frais de transaction associés à chaque utilisateur individuel. Il ne va pas ouvrir un canal de paiement par utilisateur, donc, grosso modo. C'est difficile d'être compétitif en termes de prix, c'est difficile d'être compétitif en termes d'UX. Nous, on essaye ce qu'on veut faire sur Phoenix, c'est masquer le plus possible les canaux de paiement, les choses comme ça, la liquidité. On ne veut pas que l'utilisateur se préoccupe de ça, donc on fait tout pour lui. Mais ça reste quand même un petit peu moins fluide qu'un wallet custodial, en particulier l'onboarding. À un moment, il faut bien commencer par quelque chose, il faut bien ouvrir un canal de paiement, mais ça va coûter des sous. Et c'est pas forcément évident pour un utilisateur de se rendre compte que le premier paiement, si j'envoie $20, c'est pas $20 qui vont arriver, c'est $20 moins les frais de transaction parce qu'il faut ouvrir le canal. Ça peut être contre-intuitif pour quelqu'un qui découvre complètement Lightning. Okay. Le plus gros enjeu pour moi, c'est ça, c'est de masquer la complexité et de simplifier la gestion des frais de transaction. Et du coup, tu dirais qu'on est à combien d'années, mais peut-être encore une fois dans un ordre de grandeur, pas de manière très précise, mais on se situe où dans la maturité de Lightning et l'adoption de Lightning? On est au tout début, on a déjà fait pas mal de progrès, mais il y a encore beaucoup de chemin, enfin tu vois, juste pour qu'on visualise. Alors sur l'adoption, c'est difficile à dire, parce que c'est pas forcément le protocole qui va driver l'adoption, c'est un cas d'utilisation ou plusieurs qui vont arriver et qui font que ça va vraiment augmenter, mais pas de façon linéaire, mais par palier. Par contre, pour que ça marche, il faut que le protocole soit fiable, il faut que le réseau fonctionne bien. C'était clairement pas le cas jusqu'à il y a quelques années. C'est-à-dire que Lightning, en 2019, en 2020, c'était pas un réseau qui était fiable. Et un réseau de paiement qui est pas fiable, il sert à rien. C'est plus vrai aujourd'hui. Le taux de succès des paiements s'est vraiment amélioré. Les nœuds sont plus fiables, ils sont mieux maintenus. Donc on a c'est pas forcément ce qui fait que l'adoption va arriver, mais les conditions pour que l'adoption arrive, je pense qu'elles sont là. Lightning, c'est un protocole qui est beaucoup plus mûr. Et le réseau Lightning est beaucoup plus fiable que ce qu'on voyait il y a 4-5 ans. Ouais, donc d'un point de vue technique / technologique, c'est assez mature. Enfin, on a atteint un niveau de maturité suffisant et maintenant il faut l'adoption un peu, on va dire, grand public pour... Il y a aussi le fait que ce qui a rendu le réseau Lightning peu fiable il y a quelques années, c'est qu'il y a une espèce de malentendu sur le fait que tout le monde allait pouvoir déployer des nœuds de paiement et gagner de l'argent en routant des paiements. Un petit peu comme il y a quelques années, tout le monde allait pouvoir miner du Bitcoin chez lui et gagner de l'argent. Bon, pour le minage, tout le monde sait que c'est pas vrai. Pour les gens qui ne le savent pas, si vous minez chez vous, vous gagnerez jamais d'argent. C'est une échelle industrielle maintenant. Mais voilà, ça permet de s'amuser. Lightning, c'est pareil. Okay. Si vous faites tourner un petit nœud chez vous sur un Raspberry Pi, ça peut être amusant, ça peut être instructif, mais vous ne gagnerez pas d'argent. Ça, c'est quelque chose qui commence vraiment à être intégré. Et donc tous les nœuds qui ne sont pas fiables, qui étaient offline toutes les 5 minutes, qui n'étaient pas mis à jour, qui n'étaient pas maintenus, ils n'ont pas complètement disparu, mais ils ont en grande partie disparu. Et on a un réseau qui est beaucoup plus fiable. C'est pas ça qui va forcément faire que l'adoption va exploser, mais les conditions pour avoir des paiements qui sont fiables aujourd'hui, en grande partie, elles sont là. Il y a des choses à améliorer sur le protocole,
Mais c'est un réseau qui est vraiment devenu fiable aujourd'hui. Ok. Et en parlant d'amélioration sur Lightning, encore une fois, n'hésite pas à me corriger si je me trompe, mais donc Lightning, c'est un logiciel open source, tout comme Bitcoin. Donc n'importe qui peut avoir accès au code informatique et y contribuer. Comment est-ce qu'A5 contribue à Lightning? Parce que du coup, pour que les gens, peut-être pour récapituler, A5 et Lightning, A5 travaille sur Lightning. Lightning, c'est pas nécessairement associé à A5 à l'envers. Mais du coup, A5 contribue à ce protocole qui est Lightning. Comment est-ce que vous y contribuez? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui y contribuent? Comment ça fonctionne un petit peu? Alors, Lightning a une particularité qui est assez rare, je trouve, dans les crypto-monnaies et qui, pour moi, est la clé de son succès, c'est que le protocole et les implémentations sont complètement séparés. Lightning, c'est pas un projet qui est porté par une société ou une fondation, comme pratiquement tout ce qui se fait dans le monde des cryptos. La structure qui a été donnée, c'est Rusty Russell, qui est un ancien développeur Linux, qui a donné cette structure qui, pour moi, c'est vraiment la clé du développement Lightning, c'est que vous avez d'un côté des spécifications sous une forme RFC, c'est-à-dire ça ressemble un petit peu aux spécifications des protocoles réseau bas niveau. Okay. Donc c'est un petit peu austère, mais ces specs, c'est un projet à part qui est open source, qui est complètement séparé des implémentations, qui est piloté par aucune entreprise, sur lequel il y a beaucoup d'intervenants, des gens qui ont contribué aux spécifications, il y en a plein, et pas forcément que des gens qui implémentent. Et complètement séparé de ça, vous avez des sociétés comme A5, comme Lightning Labs, comme Blockstream, comme Spiral maintenant, qui implémentent le protocole. Mais il y a vraiment une grande séparation entre les spécifications d'un côté et les implémentations de l'autre, et pour moi, c'est ce qui fait que les gens, en gros, se sont intéressés au projet et ont confiance dans le projet. Dans le monde des cryptos, c'est difficile de gagner la confiance des gens, et quand vous avez un projet où tout est porté par la même entité, même si le projet est intéressant, il suscite moins d'intérêt. Le fait d'avoir complètement séparé l'implémentation et les specs, pour moi, c'est vraiment je pense que c'est vraiment le coup de génie de Rusty, et c'est ce qui fait que Lightning a décollé par rapport à des projets qui font plus ou moins la même chose, mais qui sont complètement centralisés. Et nous, ce qu'on fait donc, concrètement, c'est qu'on travaille sur les spécifications depuis le début. Donc depuis 2015, on travaille sur les spécifications de ce que c'est le réseau Lightning. On l'implémente. On est une des 4 implémentations industrielles, on va dire, fonctionnelles du réseau Lightning. On fait un wallet, chez nous, Phoenix, qui permet d'accéder au réseau. Et en plus de ça, on fait tourner, donc on ne se contente pas d'implémenter Lightning, on fait tourner notre implémentation qui s'appelle Eclair. Et on a aujourd'hui un nœud Lightning qui est probablement le plus gros, quel que soit le critère qu'on garde. En termes de volume de transaction, en termes de liquidité, c'est un des plus gros nœuds au monde. C'est, à mon avis, un des plus fiables. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de connexions. C'est un nœud qui tourne depuis 2018 et qui a eu très très peu d'incidents et de downtime. C'est un nœud qui est très fiable. Donc on est vraiment présent, et je pense qu'on est les seuls à faire ça sur toute la chaîne. On est les seuls à travailler à la fois sur les specs, sur les wallets, sur l'implémentation et sur l'opération d'un nœud de paiement. Ok. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on en parle un peu implicitement, un utilisateur qui, par exemple, qui nous écoute ou qui s'intéresse à Lightning, qui veut essayer de faire une transaction, puisqu'on parle de transactions quasi instantanées, avec peu de frais, etc., comment est-ce qu'il peut démarrer? Alors là, pour un utilisateur, la première étape, c'est d'installer un wallet et de choisir entre les mondes custodiaux et non custodiaux. Donc, pour faire une démo très rapide et échanger quelques centimes, la voie custodiale est peut-être la plus simple. Pour moi, c'est la voie la moins intéressante parce que Bitcoin custodial, ça dépend du cas d'utilisation, mais si c'est juste pour faire un wallet, oui, dans ce cas d'usage-là où on fait une transaction, c'est moins intéressant. Il y a des cas pour lesquels la custodie est vraiment intéressante, voire indispensable. Si on veut faire de l'échange avec du fiat, il n'y a pas d'autre moyen que de passer par un service. Ouais. Mais si c'est pour faire un wallet, je pense que derrière l'aspect démo, c'est intéressant d'essayer un wallet non custodial, même si ce sera un tout petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Moi, je vais faire forcément la promotion du produit qu'on fait qui s'appelle Phoenix. Il n'y a pas que nous qui le disons, c'est un des tout meilleurs wallets non custodiaux Lightning qui existent aujourd'hui. On essaye au maximum de cacher la complexité, de cacher les problèmes de liquidité, d'établissement de connexion, etc. Et ça peut être une bonne étape pour essayer de faire une démo, en sachant que de toute façon, si on veut faire une démo de Bitcoin,
de Lightning ou de Bitcoin, il y a un moment, il va falloir payer des frais de transaction, donc la démo, entre guillemets, elle va coûter quelques zéros. Si l'idée, c'est d'envoyer 1 centime, il n'y a pas de solution miracle pour faire ça aujourd'hui. C'est le même problème dans le monde custodial. Hein. Tous les gens qui font des services de pourboire ou autre chose, où en gros, on a un compte qui grossit, si sur votre compte, vous avez 5 centimes, le jour où il faut le retirer, vous avez un problème. C'est indépendant de ce qu'on fait, nous. Et donc là, si on prend l'exemple donc de Phoenix, l'utilisateur peut juste télécharger, c'est disponible sur mobile, sur iOS, sur Android. iOS, Android. Il télécharge Phoenix. Alors, c'est vrai qu'on parlait de faire une transaction, mais il faut avoir du Bitcoin, donc peut-être déjà recevoir du Bitcoin. Voilà, donc il faut s'envoyer du Bitcoin, ou demander à quelqu'un qui a du Bitcoin de s'envoyer l'équivalent, je ne sais pas moi, de 10, 15 euros en Bitcoin. On va recevoir des fonds. On va pouvoir envoyer l'équivalent de ce qui a été reçu, qu'on a reçu, moins forcément les frais d'établissement du premier channel. Ok, parce que lorsqu'on va faire un premier paiement sur Phoenix, si on prend encore l'exemple de Phoenix ou de n'importe quelle autre wallet, au final le Lightning, c'est la première transaction qui ouvre le canal et qui paye les frais. Oui. Ok, donc la personne va envoyer, on reprend l'exemple 10-15 euros, va moins les frais pour ouvrir ce canal de paiement, mais cette transaction, elle sera instantanée. Et c'est ça, elle sera instantanée. Et après, disons qu'il y a d'autres, qu'on a plus de fonds ou autres. Par exemple, on reçoit plus de fonds. Là, on pourra renvoyer avec quasi sans frais, puisque ça utilisera le même canal de paiement. Oui. Ok. Avec une petite limitation. Alors, c'est une des notions qui est un petit peu compliquée quand on fait du Lightning non custodial. Il y a une notion dans Lightning de liquidité entrante et sortante. C'est-à-dire que si moi, je reçois de l'argent, et c'est pas forcément intuitif, j'espère que je vais bien m'en sortir, je peux renvoyer cet argent. Par contre, ma capacité à recevoir encore de l'argent va être limitée. Un canal Lightning, en gros, si on a un canal Lightning tous les deux, il y a deux capacités. Il y a ce que moi, j'ai de mon côté que je peux envoyer, il y a ce que toi, tu as de ton côté. Ça, c'est ce que tu peux m'envoyer, donc c'est ce que je peux recevoir, et c'est pas la même chose. Ok. Donc si moi, j'ai de l'argent, je peux envoyer, et ça, malheureusement, c'est pas très intuitif, et c'est un des problèmes du UX quand on fait du non custodial, je peux pas forcément recevoir. Donc, si mon cas d'utilisation, par exemple, c'est de beaucoup recevoir, je fais une expérience, j'ai un bar et je veux me faire payer mes bières toute la soirée en Lightning. Si je gère mal ma liquidité, je vais devoir payer des frais on-chain régulièrement parce que ma capacité entrante est trop petite. Et ça, c'est quelque chose qui est assez embêtant. Donc, si mon objectif, c'est de me recevoir 200 euros de bière dans la soirée, ce qu'il faut faire, et nous, on permet de le faire très facilement avec Phoenix, c'est on achète de la liquidité qui correspond à ce qu'on imagine recevoir, et du coup, les frais on-chain, on les paye une fois, et on va pouvoir recevoir nos paiements Lightning toute la soirée sans avoir à le repayer. Ouais. Donc ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Lightning, c'est aussi un moyen d'optimiser ces frais on-chain, et l'achat de liquidité à l'avance, nous, c'est une chose qu'on a vue très souvent avec nos utilisateurs, notamment quand les frais de transaction de Bitcoin étaient élevés. Ils ont été extrêmement élevés avec toutes les inscriptions, etc., ces derniers mois. Et quand ils baissent, les gens achètent de la liquidité et améliore leur capacité de réception. Okay. Donc ça, c'est une UX un petit peu casse-pied. On ne peut pas faire sans quand on fait du non custodial. Ça faisait le pont sur ma prochaine question, et du coup, je pensais c'est la réponse ou une des réponses, mais j'allais te demander quels sont un peu justement alors pas les pièges, mais un peu les freins ou les choses sur lesquelles il faut faire attention quand on utilise Lightning. Ça en fait partie, du coup, j'imagine. Est-ce que tu penses à d'autres choses ? La première chose, et ça c'est vrai pour Lightning, et malheureusement c'est vrai aussi pour Bitcoin, c'est faire une sauvegarde. Comme plein de gens, j'ai donné je ne sais pas combien, alors c'était en dizaines d'euros, mais là maintenant je pense que ça correspond à des centaines d'euros à des gens qui les ont perdus parce qu'ils ont perdu leur téléphone, ils l'ont rincé, etc., etc. Et personne ne fait jamais de sauvegarde. Donc chez nous c'est facile, hein, c'est les fameux 12 mots qu'on trouve partout dans le monde Bitcoin. Voilà. Le premier truc à faire si vous avez un wallet avec de l'argent, c'est de sauver vos 12 mots quelque part. Ça permet aussi de rentrer dans la complexité du monde Bitcoin, c'est que c'est à vous, si vous faites du non custodial, qui est entre guillemets la version pure de Bitcoin, c'est à vous de gérer votre argent, c'est à vous de gérer vos clés, et ce secret, ces fameux 12 mots, c'est à vous de le sauver. Si vous le perdez, vous n'avez plus d'argent. C'est comme ça. Si c'est trop compliqué, et qu'on a peur de ne pas y arriver, autant partir sur du custodial. L'autre chose, c'est, spécifiquement pour Lightning, c'est selon ce qu'on veut faire, d'essayer de faire attention à sa capacité de réception. Si on pense qu'on va régulièrement recevoir des fonds, et si on veut éviter de payer des frais de transaction à chaque fois qu'on n'a plus assez de capacité rentrante, il faut essayer de planifier un petit peu et d'acheter de la liquidité rentrante quand on pense qu'on va en avoir besoin. Ok.
Et alors moi, j'étais curieux de te demander, pour toi, et peut-être c'est ton avis purement personnel, quand est-ce que tu estimerais que c'est un succès? Tu vois, si je te dis Lightning, pour toi, que ça a accompli sa vision et que c'est un succès, comment tu décrirais ce moment-là? Quand on commence à pouvoir payer avec Lightning un petit peu partout sur Internet, Ok. et voire même dans certaines boutiques. Ok. Et tu penses on y est pas encore? On n'y est pas encore. Ok. Mais on n'y est pas encore non plus avec Bitcoin. Malheureusement, c'est pas un moyen de paiement qui est encore très répandu. Je pense qu'il faut encore attendre un petit peu. Mais pour moi, alors, il y a d'autres visions de ce que sera Bitcoin et Lightning plus tard. On peut aussi considérer que ce sera un petit peu un store of value, enfin de l'or numérique, et que, en gros, le réseau Lightning, il servira de chambre de compensation entre des très très gros nœuds qui détiennent les fonds pour les utilisateurs. Mais moi, c'est une vision qui m'intéresse un petit peu moins parce que on rentre un peu dans un monde custodial. Et Bitcoin custodial, à part quelques cas d'utilisation précis, c'est pas tout à fait ce qu'on veut faire. Donc pour moi, le succès, ce sera vraiment le jour où je pourrai acheter Tes courses, voilà, du streaming, des articles de journaux, des choses comme ça, avec Lightning. Je pense que ce sera en tout cas le début d'un succès. Et alors, encore une fois, tu me corriges si je me trompe, mais j'ai l'impression, du coup, parce qu'on parle de... Souvent, je sais que nous, ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'un des freins de l'adoption de Bitcoin, c'est... ou alors, tout simplement, on nous dit quand est-ce que je pourrais payer avec Bitcoin. Et du coup, c'est un frein pour l'adoption de Bitcoin. Mais on dit aussi, donc Lightning répondrait à ce besoin, mais on dit que pour l'adoption de Lightning, il faut qu'il y ait de l'adoption de Bitcoin. Est-ce que c'est un peu le chicken and egg problème? Un petit peu, oui. C'est-à-dire qu'en gros, Lightning, c'est une solution qui permet de faire beaucoup de paiements avec Bitcoin. S'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de paiements parce que personne ne peut avec Bitcoin, forcément, l'intérêt de Lightning est vraiment diminué. Donc oui, il y a un petit peu de ça. Est-ce que, on en parlait un tout petit peu après, mais pour terminer, est-ce que tu vois d'autres cas d'usage, autres que le paiement comme on le visualise tous, pour acheter sur Internet et autres? Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage sur Lightning? Probablement, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect réseau de paiement. Donc, Lightning, nous, on le voit comme un réseau de paiement, et nous, on veut être un opérateur, un des principaux opérateurs de ce réseau de paiement. On peut le voir aussi pour faire autre chose. On peut le voir pour échanger des tokens qui ne soient pas forcément liés à Bitcoin. C'est un cas d'utilisation qui existe, mais qui nous intéresse pas beaucoup. Et est-ce que, alors ça me fait penser à quelque chose, je ne sais pas si c'est peut-être une idée bête entre guillemets, mais est-ce qu'il y a un monde où on pourrait échanger de la valeur dite fiat sur Lightning pour bénéficier de ces caractéristiques de d'instantanéité et de frais réduits, mais pour des raisons qui est propre à chacun, quelqu'un qui ne voudrait pas être exposé à la volatilité du prix du Bitcoin? Ou ça reviendrait à utiliser des stablecoins peut-être au final. Il y a un petit peu ça. Je suis pas forcément convaincu, sachant que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup creusé. Donc, mais je suis pas complètement convaincu. Je sais que Bitcoin a été utilisé, pas forcément avec Lightning, il y a quelques années, pour faire des mouvements d'argent entre pays quand c'était compliqué de le faire avec le système bancaire traditionnel. Je crois qu'à un moment, notamment vers la Chine, c'était compliqué d'envoyer de l'argent, donc c'était un peu plus facile, mais c'était il y a quelques années, tout simplement d'envoyer des bitcoins et de les convertir en monnaie locale à l'époque. Je crois qu'il y a d'autres pays dans lesquels ça reste soit plus simple, soit moins cher que de passer par des services type MoneyGram ou autre chose. Mais je ne vois pas comment on peut faire ça sans avoir de la confiance quelque part. Ouais, c'est ça. Mais parce que c'est vrai que pour reprendre ce que tu disais, c'était un peu à ça que je pensais, parce que j'en entends, il y a pas mal de gens qui parlent de ça aussi, notamment, qui étaient de dire, en fait, je veux utiliser le protocole de Bitcoin comme système d'échange de valeur et de settlement sur Internet, mais je prends de l'euro, par exemple, que je convertis en Bitcoin, je fais l'envoi, je transfère la valeur via Bitcoin, et in fine, je reconvertis mes Bitcoins en dollars américains, par exemple. Alors, il y a des gens qui font ça. Nous, c'est pas une qualification qui nous intéresse beaucoup. Et je pense que la limite de ça, c'est qu'il y a forcément de la confiance quelque part. Il y a forcément des problèmes de conversion. Quel est le taux de conversion qui va être utilisé à l'entrée? Quel est celui qui sera utilisé à l'entrée, à la sortie? Est-ce que
On peut jouer, faire de l'arbitrage sur le taux de conversion. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut, des petits malins peuvent attendre que le taux de conversion soit plus favorable ou plus défavorable de l'autre côté et éventuellement annuler le paiement. Enfin, ça pose des tas de problèmes qui sont pas évidents. Et on perd cet aspect dont tu parlais plus tôt, qui est pour moi aussi une des forces de Bitcoin, qui est d'avoir finalement une monnaie aussi universelle de partout dans le monde pour toute la planète. Peut-être pour terminer, est-ce que tu as des conseils pour, alors là c'est entre guillemets plus technique, mais pour des développeurs ou des entreprises justement qui s'intéresseraient à Lightning, soit pour travailler dessus, soit pour l'intégrer, etc. Est-ce que tu as des conseils ou des choses à partager là-dessus? Si on veut intégrer les paiements Lightning dans son système dans sa boutique, par exemple, c'est un peu comme pour beaucoup de choses dans Bitcoin, il y a deux solutions. Il y a la voie custodiale. Donc il y a des opérateurs de paiement Lightning régulés avec KYC, etc., qui en gros s'occupent de tout pour vous. Donc ça va être du plug and play. Voilà. La charge technique va être très faible, mais vous êtes dans un monde régulé. Donc il y a OpenNode qui fait ça, il y en a sûrement d'autres. Et puis à l'autre bout du spectre, vous pouvez tout faire vous-même, être complètement dans le monde non custodial. Donc ça, ce serait une solution type BTCP Server, qui est assez technique, assez bas niveau, où il faut faire tourner un Bitcoin, il faut faire tourner un serveur BTCP Server dessus, etc. Et il y a une troisième voie. Nous, l'essentiel de notre travail sur le wallet, ça a été de faire un wallet qui soit non custodial, mais qui soit le plus simple possible et qui gère la complexité, les ouvertures de canaux et la liquidité pour l'utilisateur. Et c'est quelque chose qu'on a packagé sous forme de serveur il y a quelques mois. Ça s'appelle Phoenix Server. Et entre guillemets, c'est presque aussi simple qu'une solution custodiale. Vous avez des appels d'API, il y en a très peu, ils sont très simples, mais ça vous permet de contrôler vos fonds. En gros, ça vous permet de vous brancher sur le nœud A5, de bénéficier de ses connexions, de sa liquidité, et de facilement pouvoir intégrer des paiements Lightning sans avoir à gérer l'ouverture de canaux, la liquidité, etc. Ok, donc on peut résumer en disant que c'est une solution où la complexité, elle va être gérée, enfin une partie de la complexité ou une grande partie de la complexité sera gérée, sera déléguée, mais on reste en contrôle de ses fonds. Oui. Ça reste du non-custodial. Donc nous, on est ce qu'on appelle un LSP, un Lightning Service Provider. Okay. Le modèle qu'on a mis en place avec Phoenix, c'est qu'on fait beaucoup de choses pour l'utilisateur, notamment, sans rentrer dans trop de détails, mais il y a un canal de paiement unique entre un utilisateur Phoenix et A5, même s'il a fait plein de paiements, même si sa capacité a augmenté, diminué. On facilite l'achat de liquidité. Ça, c'est quelque chose qu'on a packagé pour la version serveur de Phoenix. Ça reste très simple sur ce qui est gestion technique des canaux de paiement, mais vous restez quand même en contrôle de vos fonds. Quand je dis que l'utilisateur a le contrôle de ses fonds, c'est que si jamais A5 disparaît complètement, vous récupérez vos fonds. Question, ouais. C'est ça. En fait, la différence entre custodial et non custodial, on peut la résumer comme ça. Si le service que vous utilisez disparaît complètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si c'est custodial, votre argent il a disparu avec. Si c'est non custodial comme nous, alors, dans la pratique, il y a des temps d'attente pour récupérer ses fonds, etc. Il y a des frais de transaction à payer, mais vous récupérez vos fonds. C'est ça la grosse différence. Ok. Et pour un étudiant ou pas, un ingénieur ou quelqu'un qui s'intéresse à Lightning, qui veut contribuer, est-ce qu'il peut contribuer à Lightning? Donc on peut contribuer sur les spécifications. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas directement actifs sur les implémentations qui contribuent aux specs. Les specs sont un peu techniques et un peu austères, mais ça se fait. Il y a des gens qui travaillent aussi sur des améliorations connexes des protocoles qui peuvent bénéficier à Lightning. Par exemple, le partage UTXO. Donc j'ai dit tout à l'heure que Lightning c'est une solution pour faire plus de paiements, c'est pas forcément une solution pour avoir beaucoup plus d'utilisateurs puisqu'il faut contrôler un UTXO. Il y a beaucoup de travaux en ce moment sur créer des UTXO qui sont partagés entre plein de gens sans que ça pose de problème de confiance. Alors c'est pas très abouti aujourd'hui, c'est toujours le même problème, c'est quand ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Et souvent quand ça se passe mal, on se retrouve à publier des millions de transactions et c'est pas forcément une solution, mais ça c'est un axe qui pourrait bénéficier à Lightning. Il y a des travaux qui sont faits sur tout ce qui est Zero Knowledge Proof. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut prouver quelque chose sans donner toutes les informations, d'éléments sur ce qu'on essaye de prouver. Ça aussi, c'est des choses qui pourraient bénéficier à Lightning. Et puis si vous voulez vous amuser avec Lightning et faire tourner votre nœud de paiement, donc, il faut se rappeler, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est important, vous n'allez pas gagner d'argent avec ça. Mais si on veut s'amuser et apprendre, c'est pas très grave. Tester, etc. Ouais. Et commencer avec Testnet.
Je sais que personne ne le fait, Ah oui. mais je vais le dire quand même. Donc Bitcoin, comme il y a un environnement de test. d'autres cryptocurrencies, il y a un environnement de test et un environnement avec du vrai argent. Les tests et les essais de sauvegarde, etc., il faut les faire sur l'environnement de test. Mais c'est vrai que personne ne le fait. Personne ne le fait, voilà. Mais... Je dois dire, même moi, ça m'est déjà arrivé une fois, mais je connais peu de gens qui le font. Oui, il y a un environnement de test avec du Bitcoin fictif et, sur Bitcoin et sur Lightning. Ok. Merci beaucoup, Fabrice. Ça conclut notre épisode d'aujourd'hui, qui était dédié donc au réseau Lightning, qui est cette technologie qui se repose sur la technologie de Bitcoin. Un immense merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de partager ton expertise. Merci. Et pour ceux qui nous regardent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser vos commentaires sur ce que vous voulez voir, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, etc. On les lit tous. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Si elle vous a plu, vos likes, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et on n'hésitera pas à répondre à vos questions aussi. Si vous en avez, mettez-les dans les commentaires. Et dites-nous les prochains épisodes que vous aimeriez voir, les invités que vous aimeriez qu'on reçoive à Comprendre Bitcoin. Et je vous remercie encore une fois et on vous retrouve pour le prochain épisode.